Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Euh, c'est pas un débrief, c'est pas une actu Barça, c'est plus un retour à froid et une discussion un peu à cœur ouvert sur l'état des lieux, sur la saison qu'on vient de faire, parce qu'on peut considérer qu'elle est complétée. La Liga va très fortement euh, être prise. Donc c'est un peu un retour sur cette saison et un retour sur l'élimination du Barça, ce que ça signifie, remettre un peu les points sur les i sur certaines réalités et puis aussi discuter sur, comme je dis, ce que cette élimination signifie, ce qu'elle traduit de ce Barça, de cette saison et ce qu'on aura besoin de faire dans un futur immédiat très proche, c'est-à-dire cet été pour le mercato qui s'en vient. Donc sans plus tarder les gars, moi je vais commencer directement par aborder le match en tant que tel, revenir sur l'élimination à froid. Parce que c'est vrai, directement suite au match, suite à l'élimination, qui n'était pas une défaite, je tiens à le rappeler, suite à l'élimination, j'ai fait une très longue vidéo, un peu de, pas de lamentation, mais disons de frustration, d'émotion et de mon ressenti après cette élimination. Donc, il y a toujours deux types de lecture. Il y a toujours la lecture à chaud, et c'est ce que vous aviez vu dans la vidéo de 30 minutes. Et il y a aussi une lecture à froid, qui va être celle que je vais présenter dans ce segment de vidéo. Donc sans plus tarder les gars, moi, après m'être refait le match, et après m'être refait plusieurs analyses, plusieurs débriefs, plusieurs longs résumés, et avoir bien fait les bonnes conclusions de manière lucide après ce qui s'est passé, j'ai souligné plusieurs points. Et le premier que je veux parler, c'est euh, le Barça a un peu été immature sur cette gestion de match, du moins. Et vous allez penser que je parle des cartons rouges, vous allez penser que je parle de le fait d'avoir la ligne haute et tout. Pas nécessairement, les gars. Quand je dis que le Barça a été immature, c'est précisément dans la gestion. Parce que je ne vais pas vous refaire le scénario du match, mais lorsqu'on est capable, lorsqu'on réussit à aller à 2-0, à refaire notre retard en 20 minutes, c'est-à-dire qu'il nous reste encore 70 minutes minimum pour aller réussir à se qualifier. On est revenu à 0-0, il nous reste 70 minutes, quasiment un match complet pour se qualifier. Le momentum est de notre côté à 1000%. L'Atlético est en train de trembler, ils font plein d'erreurs. Certes, il y a le tournant du match qui, selon moi, est la tête de Fermin, mais à ce moment-là, la solution sage aurait dû être, et la solution sage est justement, de les gars, on a fait notre avance, on a repris notre retard, pardon. On est à 20 minutes, il reste 20 minutes avant la mi-temps. On gère cette fin de mi-temps. L'objectif maintenant devient d'aller à la mi-temps à 0-0, d'aller à la mi-temps avec notre retour. Pour que le momentum, lorsqu'on retourne de la mi-temps, reste le même. Que l'Atlético reste dans la même situation de d'être ce sentiment d'être au bord du ravin, vous voyez, qui garde ce sentiment-là. Qu'on ne leur donne, qu'on ne leur permette pas de revenir, de marquer dans ces 20 minutes pour pas que la donne change. Pas que le momentum du match, que le temps fort change, non, parce que c'est pas ce qu'on a vu, mais que on ne redonne pas confiance à cet Atlético et qu'on leur permette pas de, de, de survivre un peu à ce qu'on vient de leur faire. Mais ce qui s'est passé dans ce match, les gars, c'est que complètement à l'opposé, on leur a permis d'égaliser, pas d'égaliser, on leur a permis de marquer. Vous avez vu quel impact ça a eu. Regardez comment est-ce qu'ils ont célébré ce but. Pour eux, c'est la délivrance. Pour ne pas plus dire, c'est littéralement la qualif, vous voyez. Et regardez ce que ça a signifié pour les supporters. Regardez le visage des supporters avant et quand ils marquent. Je sais que ça sonne absurde parce que clairement, avant, ils sont en train de prendre des buts et là, ils marquent des buts. Mais regardez ce que ça signifie. Je veux dire, la manière qu'ils célèbrent. Moi, j'ai personnellement, rarement vu l'Atlético célébrer un but aussi avec autant de passion. Même des buts qui étaient clutch, même des buts qui étaient des buts de qualification, des buts en finale de Ligue des Champions.
J'ai rarement vu l'Atlético autant célébrer un but que celui-ci, le but de Lookman. Donc vous voyez ce que ça a signifié. Pour revenir à ce que je disais les gars, l'immaturité du Barça, elle s'est un peu traduite là. C'est un groupe très très jeune, c'est un groupe en moyenne, la moyenne d'âge de ce groupe est à 24 points quelques années les gars. C'est le groupe le plus jeune qu'on a pu voir aligné en Ligue des Champions en phase de quart de finale de ever. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. J'ai vu cette stat passer. C'est un groupe très jeune. Il n'y a pas de taulier derrière. Il n'y a presque pas de taulier au milieu. Notamment là, Frenkie de Jong était blessé. On a Pedri, mais qui est aussi, rappelons-le, un U23. Et les quelques tauliers que nous avons, c'est les personnes de Robert Lewandowski, Cancelo qui est venu dans cette défense. Mais est-ce que c'est un leader de la défense? Je ne sais pas. On a des Frenkie de Jong, mais qui n'étaient pas là. On a Rafinha devant, les gars. Et les autres, les plus âgés, tels que les Olmo, mais qui, encore là, il a quoi, 26-27 ans. Les Olmo, les Rashford, ce ne sont pas des leaders. Ce ne sont pas des leaders. Et quelqu'un qui aurait pu être ce leader derrière Christensen qui n'était pas disponible, mais bon, ça reste une autre histoire. Les Araujo, tout ça, c'est pas. Araujo qui peut être un leader, mais qui a quand même ce passif et cet héritage de choke, littéralement. Et il a besoin un peu d'être épaulé. Je pense pas qu'il est capable, au jour d'aujourd'hui, d'être le maître de cette défense. En tout cas, les gars, on s'éparpille un peu, mais pour dire l'immaturité de ce Barça, l'immaturité, c'est pas une insulte, c'est pas une critique, c'est littéralement le terme approprié. C'est que un joueur immature, c'est un joueur qui n'a pas encore atteint son niveau de sa maturité totale. C'est un joueur qui n'a pas encore passé par toutes les expériences nécessaires pour savoir comment gérer les situations très hautes en intensité, très hautes en stress, comment gérer les temps forts et les temps faibles. C'est tout simplement ça. Et ce Barça n'est pas rendu là. Ça, c'est un constat qu'on doit faire et qu'on doit assumer. On n'est pas rendu là. Et Flick lui-même, je pense qu'en étant conscient de ça, ça fait partie des défis qu'il a lorsqu'il impose son style de jeu à lui. Parce que son style de jeu à lui, rouleau compresseur, all-out attaque et tout, ça comprend beaucoup, ça nécessite beaucoup de maturité derrière pour être capable de gérer. Lorsqu'il est allé jouer comme ça avec le Bayern, il avait un Bayern qui était à maturité. Derrière, tu avais un Jérôme Boateng qui était à pleine maturité, accompagné d'un Souleux. C'est pas des joueurs très rapides, hein. T'as pas besoin d'être sprinter pour pouvoir appliquer ce mode de jeu. Il faut vraiment juste que tu sois une défense très très mature. Avec, comme je dis, un Boateng, un Souleux en défense centrale qui donne vraiment cette défense complémentaire non seulement dans le style, mais aussi dans le niveau où est-ce qu'on est dans la carrière. Tu as le Souleux qui est jeune, fougueux et qui a le talent, disons. Et tu as Jérôme Boateng qui est un défenseur établi et qui est là et qui est le patron derrière, vous voyez. Avec des milieux qui bossent, des Kimmich, des Goretzka et tout ça. Donc, avec une défense comme ça et un attaquant comme Lewandowski qui est capable de planter des buts, des ailiers virevoltants, tout ce qu'on veut, c'est une équipe qui était à maturité et qui était selon moi capable de jouer de la sorte. Et on l'a vu en 2020. Certes, c'était une phase de Ligue des Champions qui était à match unique, mais ils ont marché sur cette compétition et ils nous ont même mis le 8-2. Donc pour dire les gars, clairement le Barça, cette immaturité, elle se voit et elle se manifeste. Il va falloir qu'on considère ça. Et il ne faut pas, je vais en parler plus tard, mais il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas commencer à critiquer cela. C'est l'état des lieux, je ne sais pas comment vous dire. C'est la réalité des choses et ce n'est pas un défaut. Un joueur de 18 ans ne peut pas être mature. Koubarsi qui est en défense centrale à 18 ans, accompagné d'un Gérard Martin de 22 ans qui est à sa deuxième saison pro, ne peuvent pas être des défenseurs matures. Ne peuvent pas être des défenseurs qui savent à la perfection gérer des temps forts, gérer des temps faibles. Certes, il y a d'autres joueurs qui sont peut-être supposés avoir plus d'expérience en les personnes de Jules Koundé, Frenkie de Jong, encore une fois, mais qui n'étaient pas là, ces joueurs-là. Même les Pedri, qui sont quand même un peu des anciens au Barça, mais c'est quand même leur début. C'est sa deuxième saison de Ligue des Champions,
deuxième, voire troisième saison de Ligue des Champions au haut niveau, les gars. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas exiger de ces joueurs au niveau où ils sont. Et il faut considérer que, les gars, on est à un niveau où le Barça est paradoxalement encore en train d'apprendre. Mais bientôt va arriver à maturité et va pouvoir, selon moi, va pouvoir exploiter cette manière de jouer à son plein potentiel. Il faut, pour continuer de parler du match, les gars, ça c'est vraiment un des aspects, l'immaturité que le Barça a pu faire preuve. Mais il y a aussi, on va pas se mentir, les gars, beaucoup de malchance, beaucoup de facteurs extérieurs, beaucoup j'ai envie de dire, de phénomènes paranormaux qui sont arrivés pendant ce match et qui coûtent la qualification. Les gars, que ce soit l'arbitrage, deux erreurs d'arbitrage, des erreurs d'arbitrage flagrantes, c'est-à-dire pas flagrantes, mais décisives pour la qualification, deux pénaltys qui ne nous sont pas offerts, ça change le match, les gars. Le hors-jeu qui, après revisionnement, le but du 3-1 de Ferran Torres qui était hors-jeu, il est dévié de la main, les gars. On ne va pas vérifier. Je sais qu'il y a l'argument de la position naturelle et tout. Mais non seulement j'ai déjà vu plusieurs pénaltys de la sorte sifflés, mais on ne part pas vérifier. Je sais peut-être que dans la VAR, ils étaient en train de regarder ça et tout, mais une déviation de la main qui remet le joueur en jeu, considérant le tout, est-ce qu'on peut la siffler ou est-ce qu'on peut dire que ça annule leur jeu? Une déviation de la main, les gars. Il faut considérer que c'est une déviation de la main. Donc, il y a beaucoup de choses. Et aussi, la malchance. Parce que malgré tout, malgré les situations d'arbitrage, malgré le petit sabordage du Barça, il y a aussi la malchance. On rate beaucoup. Araujo, qui est, malgré tout ce qu'on vient de vivre dans ce match, qui est censé égaliser à la fin, qui a la balle du 3-1 au bout de son crâne sur le centre de Rony. Mais il ne la met pas. Il y a des facteurs qui sont les détails de la Ligue des Champions qu'on n'a pas en notre faveur, malheureusement encore, qu'on n'arrive pas à concrétiser et ça montre, encore une fois, on vient en premier point, ça montre l'immaturité de ce Barça. On n'est pas encore rendu là. Paradoxalement, on arrive quand même à compétir, donc c'est pas un problème et c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas prétendre à atteindre. La suite, les gars, c'est que, et là je vais devoir critiquer un peu Tonton Flick, mais la gestion des changements n'a pas été optimale dans ce match. Je sais qu'il ne peut pas anticiper les cartons parce que lorsqu'il fait sortir Fermin et Ferran pour Lewandowski et Rashford, c'est juste avant le carton, on prend le carton, après on est plombé à 10 avec ces deux joueurs qui ne nous serviront à rien sans ballon. Mais malgré tout, même si on était resté à 11, je comprends quand même pas pourquoi tu rentres les deux pour en plus sortir Fermin et Ferran. Fermin qui est indispensable sans ballon et sa débauche d'énergie était nécessaire, et Ferran qui est littéralement juste en feu aujourd'hui. Je ne comprends pas. Moi, je pense que oui, on aurait pu faire confiance à Lewandowski ou à Rashford, un des deux, pour aller peut-être nous planter un but sur une demi-occasion et des trucs comme ça, surtout plus Lewandowski parce que c'est lui qui connaît plus, qui a plus l'habitude de ces grands soirs. Mais les deux, c'était quand même un choix fort. Je pense que même sans carton, c'était une mauvaise décision. Il aurait fallu laisser Ferran avec un de ces deux-là. Même si tu laissais Ferran en deuxième attaquant qui tourne autour de Levan, ou que tu faisais entrer Rashford sur le côté gauche pour qu'il envoie ses centres, et que tu laissais quand même Ferran devant, il aurait fallu les deux. Je pense que Flick a voulu penser à justement la combinaison Rashford qui fait ses centres souvent enroulés deuxième poteau et Levan qui pourra les prendre de la tête et tout. Il a parié dessus, mais selon moi, c'était pas une bonne décision. Après, c'est venu nous crucifier avec le carton. Mais ça aussi, les gars, en parlant du match, c'était pas une bonne décision. Et pour finir là-dessus, pour revenir vraiment sur le match, c'est vraiment l'alliage de ces choses-là. La gestion de Flick, l'immaturité des joueurs de la gestion et la malchance l'arbitrage. Je ne vais même pas parler du carton rouge d'Eric Garcia parce que honnêtement, je sais qu'il y a des blagues et tout sur le Barça. On va essayer de connoter le Barça comme étant qu'on prend des rouges et tout, mais ce rouge-là, il était nécessaire à prendre. Comment il s'appelle? Sorloth, il s'en va marquer. Et si vous regardez bien, les gars, c'est pas un hasard que l'occasion du rouge
vient littéralement quand Rashford est sur le terrain et que l'occasion provient du côté gauche, c'est-à-dire de là où Rashford est. Si vous regardez bien l'action, c'est une action où il ne défend pas, justement. Donc, si c'était, on peut refaire le monde avec les si, mais s'il y avait un Fermin qui était là, ou même un Gavi ou un joueur qui est concerné par cette tâche défensive, peut-être même que l'Atlético ne génère pas cette occasion. Donc, pour revenir à ça, petit aparté, moi je pense que Rashford, 30 millions, ce ne sera pas faisable. On va en parler plus tard encore une fois, mais ça conclut un peu mon segment sur ce match, les gars. Pour continuer, on va quand même parler de l'élimination dans son ensemble et ce que ça signifie. Je vais vous dire quelque chose, les gars. Je sais qu'on entend beaucoup ce truc de oui, ça va faire maintenant 11 ans que le Barça ne touche pas à la Ligue des Champions depuis 2015, blablabla. Ça sert à rien de tomber à ce narratif-là et de se laisser affecter par ça, les gars, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, souvent ceux qui vont dire ça, c'est les gens du Real Madrid qui vont te dire ouais, nous, la Ligue des Champions, blablabla, mais peut-être qu'ils n'étaient pas nés, peut-être qu'ils étaient avant qu'ils gagnent la décima là, en 2014, les gars, la dernière Ligue des Champions, avant ça, c'était en 2002. Donc, ils ont fait 12 ans. 12 ans sans toucher à la Ligue des Champions. Des années de disette à sortir en huitième de finale. Des années où ils n'ont pas eu de finale entre-temps. Ils n'ont pas allé perdre des finales. C'est pas une période glorieuse pour le Real Madrid entre 2002 et 2014. Notamment, il y a le Barça de Pep qui émerge. Mais c'est l'époque des Galactiques qui est foireuse. La gestion foireuse de Pérez et tout. Donc, ne serait-ce que pour ça, il ne faut pas acheter ce discours. Et aussi, les gars, il ne faut pas faire comme si ça fait 11 ans que le Barça essaye de gagner la Ligue des Champions et qu'on échoue. La vérité, c'est que ça fait à peu près 2 ans, depuis le retour en Ligue des Champions de 2024 où on se fait sortir par le PSG, ça fait depuis là qu'on essaye de revenir à exister en Ligue des Champions. De 2015 à 2019, j'ai envie de dire, le Barça n'est pas dans une phase où on veut absolument aller prendre la Ligue des Champions. On vient relativement de la prendre en 2015. 2016, c'est les champions en titre qui s'effondrent. 2017, c'est une élimination. 2018, 2019, oui, il y a des drames, mais c'est pas encore, on n'est pas dans l'état où on se dit ouais, depuis 2015 vous l'avez pas pris et tout. C'est vraiment depuis parce que et c'est ça. Après, il y a le Covid qui arrive et il y a le départ de Messi et il y a la chute en Europa. Donc de 2020 à, j'ai envie de dire, 2023-24, ce n'est pas une période où le Barça dit on essaie de prendre la Ligue des Champions, on échoue. C'est vraiment depuis le retour à la compétition du Barça, 2024 à peu près, qu'on peut prétendre à essayer de dire qu'on voulait prendre la Ligue des Champions. Et même la saison 2024, je ne pense pas que la Ligue des Champions était dans la tête de personne. La deuxième année de Xavi, là. Et même la première année de Flick, c'est vraiment que on est arrivé en rockstar sur la saison, mais c'est que, disons, depuis les 2 dernières saisons qu'on essaye de la prendre. Avant ça, les gars, c'est pas vrai, là. Ça fait pas 10 années d'échecs, de tentatives et qu'on foire. C'est pas ça qui s'est passé. N'achetez pas toute cette réécriture, là. Il y a des contextes et il y a une histoire qui a eu lieu avec ce Barça. Donc, les 11 ans de disette de Ligue des Champions, là, il faut le relire. Et puis, on va en parler des clubs. C'est déjà, rappelez-vous qu'il y a un gagnant de la Ligue des Champions par année, que c'est pas tout le monde qui prend des Ligues des Champions à chaque 2-3 ans et tout. Le Bayern a déjà fait des 10 années sans Ligue des Champions, 7 ans sans Ligue des Champions entre 2013 et 2020. Et avant ça, ça date de je sais pas quand. Les clubs comme Chelsea qui ont fait des 10 ans entre 2012 et 2021, des 9 ans sans Ligue des Champions. C'est pas anodin. Comment dire, c'est pas un choc qu'une équipe ne gagne pas la Ligue des Champions pendant un bon moment. Liverpool, oui, ils en prennent une notamment ils en prennent une en 2021, 2019. Ils la prennent en 2019. Et avant, c'était quoi? C'était 2005, c'était 2004. C'est 15 ans, les gars. Est-ce qu'on se moque de Liverpool que ouais, ça fait 15 ans que vous ne prenez pas avec des champions? Bien sûr que non. Il y a des années où ils étaient en Ligue Europa. Il y a des années où ils ne jouaient pas l'Europe.
Il y a des années, il y a des phases de reconstruction. On leur a pas mis sur le dos les périodes où ils n'étaient pas compétitifs. Vous voyez, ils ont été compétitifs euh, dans les années 2018-19 et ils l'ont prise. Mais les gars, on va pas faire comme si euh, Liverpool a tenté 15 fois de prendre la Ligue des Champions, ils ont échoué. Vous voyez ce que je veux dire en fait, les gars. C'est aussi simple que ça. Faut pas acheter ce discours. On est compétitif depuis à peu près que 2 ans, les gars. Et en plus de ça, je vous invite à vraiment relativiser. Rendez-vous compte de ce avec quoi Flick travaille, les gars. Flick n'a pas eu de mercato en 2 saisons au Barça. En 2 années au Barça, on a acheté quoi? On a acheté Dani Olmo, on a acheté Joan Garcia. Certes, c'est 2 gros morceaux, mais est-ce que ça vaut un mercato pour une équipe qui sort de la phase Xavi et qui veut aller prétendre à être champion d'Europe? Est-ce que ça vaut ça? Non. Et oui, bon, il y a Ronny, il y a des petits joueurs comme les Pau Victor et tout, mais on ne les compte pas. Est-ce que ce genre de mercato, c'est des mercatos d'équipes qui vont prétendre à la qui peuvent prétendre à la Ligue des Champions? Non, les gars. Donc, malgré ça, on voit des équipes de flics qui illuminent, qui choquent tout le monde et qui vont à des demi-finales, à quelques minutes de finale, qui font ce qu'on a fait cette saison, qui malgré de perdre 2-0 à l'aller, roulent sur l'Atlético au retour à domicile et qui leur foutent la frousse, qui se font presque caca dessus à nous permettre de nous qualifier au retour, les gars. Il faut garder tout ça en tête. Et il faut considérer ces choses-là quand on parle du Barça et notamment là précisément du Barça de Flick. Donc il ne faut pas non plus, encore moins selon moi, minimiser les victoires en Liga. Les gars, je vous rappelle que Cristiano Ronaldo, son passage au Real Madrid, il a fait peut-être 10 ans en Liga, il a pris que 2. Il en a pris 2, les gars. Flick en a pris 2 en 3 ans. C'est pas pour comparer que Flick a donc fait mieux que le grand Ronaldo et le grand Real Madrid, non. C'est pour dire que gagner une Liga, c'est pas facile. Il faut pas croire que ouais, vas-y, c'est que le championnat et que ce qu'on a été habitué sous l'époque de Messi, où on prend 9 Ligas en 11 ans là, qu'on a été habitué à ça, il faut pas croire que c'est la norme. Prendre une Liga, c'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus en prendre 2, faire des back-to-back. On n'a pas souvent vu ça, les gars. Le Real ne l'a presque jamais fait. Le Real a pris 2 Ligas depuis... en fait, depuis la dernière Liga du Barça, qui était celle de la dernière de Messi. Le Real avait pris 2 Ligas entre là et l'arrivée de Flick. En 5 ans, ils en avaient pris 2 et c'était considéré comme une période de domination du Real Madrid sur l'Europe et sur l'Espagne. 2 Ligas en 5 ans. Et là, Flick, il prend 2 Ligas en 2 ans. Il était passé à ça de faire 2 triplés nationaux en 2 ans. Mais là, il a pris 5 trophées sur 6 en 2 ans en Espagne avec les moyens du bord. Donc, il ne faut pas minimiser ça. C'est quand même très, très fort. Je pense que si un club anglais faisait ça, déjà que Manchester City, on le minimise un peu, mais si un club anglais quelconque faisait le triplé national 2 années de suite, ça serait dans les histoires, ça serait dans les livres d'histoire, vous voyez. Donc il faut le considérer, il ne faut pas minimiser ces choses-là, encore une fois. Il faut rester positif, la Ligue des Champions viendra. Il ne faut pas être obsédé par le fait de la gagner chaque année, parce que sinon on va être déçu chaque année, alors qu'on ne va pas voir les exploits qu'on fait, on ne va pas voir l'amélioration qu'on a, on va oublier les parcours qu'on fait que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Copa. On va oublier ces choses-là et on va définir nos saisons que par la Ligue des Champions. C'est pas comme ça, les gars. Il n'y a qu'un vainqueur de la Ligue des Champions par année. On va pas dire que nos saisons dépendent de la Ligue des Champions. Une saison, c'est gros, les gars. Donc, pour faire un dernier segment, ça va être un segment rapide sur le futur proche que le Barça va aborder, qui est le mercato à venir. Moi, je pense que c'est évident pour tous. On a des axes de travail très clairs qui sont la défense centrale. Il faut aller chercher Bastoni. Je ne vois pas d'autres défenseurs qui peuvent fitter le rôle mieux que lui ou mieux que son profil.
et il est disponible, il est prêt à venir. Il faut juste les fonds nécessaires pour le transfert et s'assurer qu'on puisse l'enregistrer. Il faut que le Barça fasse les efforts nécessaires pour aller le chercher parce qu'on ne peut pas continuer une deuxième saison avec une défense de mineurs. On ne peut pas continuer une deuxième saison avec une défense composée de joueurs qui ont besoin d'un taulier et qui doivent faire avec les moyens du bord. Il faut qu'on aille chercher ce joueur-là. Ce joueur sur qui les autres pourront s'inspirer, prendre d'expérience et tout. Je ne suis pas en train de dire que Bastoni est un joueur... Bastoni, il n'est pas vieux non plus, mais il a de l'expérience. Et c'est un défenseur dans l'âme, un vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à l'italienne, le catenaccio et tout. Donc il aura beaucoup à venir apprendre à cette défense du Barça. Il faut aussi aller chercher un neuf, les gars. Moi, je pense qu'on doit mettre les sous pour Alvarez. Le Barça aurait été capable la saison dernière, si ce n'était pas des caprices de Nico Williams, de payer 100 millions pour ce joueur. Donc, on est capable de faire des sacrifices financiers pour aller chercher des joueurs. Je ne sais pas, Alvarez va coûter combien, le bid war va être combien avec l'Atlético, mais on est capable d'aller le faire. Après, on peut aller se battre pour les enregistrer et tout, mais on est capable. On n'est pas non plus sans argent, littéralement. C'est question d'organisation, de planification et tout. Et un truc qu'on pense pas assez, les gars, certes, oui, je mentionnais qu'il faut aussi un suppléant à Rafinha parce que pour moi, Rashford ne continuera pas, à part si le Barça arrive à faire une affaire bizarre, qu'on fait un prêt d'une deuxième année et tout. Mais pour moi, le Rashford ne doit pas signer au Barça. Avec ce qu'il a montré cette saison, dans les moments où on l'a attendu pour être le suppléant de Rafinha, il n'a pas trop démontré. C'est vrai qu'il a fait ses stats, il a fait une bonne saison comptable, mais il n'a pas répondu aux attentes en termes de clutch, disons, qu'il aurait dû avoir. Je pense que, les gars, il faut penser beaucoup aux latéraux. Les latéraux, c'est un enjeu qu'on a besoin d'avoir. Regardez les meilleures équipes du monde en ce moment, le PSG, le Bayern, ils ont des paires de latéraux qui sont très pertinents et qui sont très presque indispensables à leur jeu et à leur victoire et à leur domination. On a besoin d'une paire de latéraux conséquente parce que là, avec Koundé à droite, je suis pas du tout en train de dire que Koundé est mauvais, mais c'est pas un latéral. On a besoin de latéraux. Et là, on a Cancelo. Selon moi, ce qu'on va devoir faire la saison prochaine, c'est remettre Cancelo sur son côté droit de prédilection avec comme suppléance Koundé et Eric Garcia, ça va être des bonnes doublettes. Réintégrer petit à petit Koundé en défense centrale, qui est son poste de formation et qui est son poste de prédilection aussi. Et il va être capable de dépanner à droite, mais ce sera un défenseur central. Il faut qu'il se réadapte petit à petit à ce poste et qu'il reprenne ses repères. Et il faut qu'on aille chercher, selon moi, Grimaldo. Grimaldo qui est disponible pour une dizaine de millions, qui est formé au club, qui comprend déjà la philosophie et qui sait déjà jouer. Il n'aura pas de problème d'adaptation. Et ce sera une bonne paire de latéraux avec Baldé et possiblement Cancelo ou Gérard Martin en doublette pour suppléer. Et après, ça va permettre à Baldé de se développer, ça va amener un défenseur, un latéral de qualité, top mondial, et ça va permettre, comme je me répète, de permettre à Baldé de se développer. Donc pour moi, c'est 4 joueurs qu'on doit forcément aller chercher, 3 joueurs qu'on doit aller chercher. Bastoni, un 9, préférablement Alvarez, et Grimaldo, pour ensuite remanier l'équipe. Et après, avec le milieu de terrain qu'on a, on peut déjà se démerder. Peut-être aller trouver une option de suppléance à Rafinha, pas nécessairement first class ou pas nécessairement un grand nom et tout, mais quelqu'un qui va faire le taf, quelqu'un qui va faire un peu le taf que Rafinha fait. Un joueur qui court, un joueur qui se tue pour les autres et qui a envie de gagner. C'est tout ce qu'on aura besoin pour avoir un poste pour Rafinha. Pas besoin que ce soit un gros nom là. Juste un bon suppléant. Après, on aura des doublettes à chaque poste et ce sera pertinent. Donc les gars, moi c'était un peu ça pour cette vidéo. Un petit retour sur la situation du Barça et qu'est-ce que ça signifie. Et l'avenir proche qui est le mercato justement que j'aborde petit à petit. On n'aura pas de match cette fin de semaine, donc on aura beaucoup de vidéos de type Actu Barça. On va beaucoup adresser le mercato et les actualités de la journée, du moment. Donc je vous redis une chose, c'est de garder espoir, de rester positif envers le club, de n'abandonnez pas le Barça les gars. Et je vous dis à la prochaine, et on se revoit très bientôt. Et comme on le sait tous, Visca el Barça, Visca Catalunya, Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!